Bien le bonsoir, très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Voici les titres. Le Premier ministre idéalise le modèle de partenariat japonais pour un pays comme le Sénégal. Il a fait entendre devant un parterre de personnalités lors de la célébration des 40 ans du complexe pour la formation professionnelle et technique Sénégal-Japon. Ousmane Sonko en a profité pour vociférer la fin de ce qu'il nommera l'endettement inconsidéré. Et puis la régulation du secteur postal est devenue une nécessité. Voilà pourquoi l'ARTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, a tenu des pourparlers avec les acteurs. Pour l'organe de régulation, deux solutions principales s'imposent, l'adéquation avec les nouvelles données technologiques et l'intégration du secteur informel dans le processus. Les détails à suivre bien sûr dans ce journal. Et puis qui sera le prochain président du Comité national de gestion de la lutte? Le mandat de Birassène est arrivé à terme depuis le 30 septembre. La ministre des Sports s'attend à un consensus des acteurs pour la nomination de son remplaçant. Au pire, Khadija Ndiaye leur propose 3 noms au plus. Les détails bien évidemment dans ce journal. Bien le bonsoir et bienvenue dans cette édition. Un nouveau complexe pour la formation professionnelle et technique Sénégal-Japon sera bientôt ouvert au niveau de Diamniadio. L'annonce a été faite par l'ambassadeur du Japon au Sénégal. C'était donc à l'occasion des 40 ans du CFPT qui a vu donc la présence du Premier ministre. Ousmane Sonko a réaffirmé les engagements de l'État à accompagner le développement de la formation professionnelle au Sénégal. Suivons les détails dans ce compte rendu signé Kumbaseya. Un nouveau complexe pour la formation professionnelle et technique Sénégal-Japon sera bientôt ouvert à Diamniadio. Cette nouvelle a été annoncée lors de la cérémonie du 40e anniversaire du CFPT par le Premier ministre. Je me réjouis déjà d'entendre et de voir que notre complexe sera bientôt ouvert à Diamniadio. Nous vous en remercions. Mais il est souhaitable, toujours avec la coopération japonaise, que nous puissions ouvrir autant de complexes, à défaut de le faire dans toutes les régions, du moins dans les 8 pôles de développement, pour accroître la chance de tous les Sénégalais, les jeunes Sénégalais, de pouvoir bénéficier d'une formation de qualité chez eux et de pouvoir contribuer localement. Présent à la cérémonie, le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé les engagements de l'État pour accompagner l'ingénierie dans les plus brefs délais. Nous l'avons dit lors du dernier Conseil des ministres, que nous allons renforcer l'implication du gouvernement du Sénégal sur le plan financier, sur le plan de l'accompagnement à tout point de vue, pour booster la formation professionnelle. Et cela interpelle également notre système éducatif. Tout le monde ne peut pas être universitaire. Dans les pays les plus développés, parmi lesquels le Japon, la Suisse et beaucoup d'autres pays que nous avons visités, très tôt, une bonne partie des ressources jeunes sont orientées vers la formation professionnelle, qui est la seule formation qui ouvre droit directement à un emploi, à une opérationnalité. Durant la cérémonie, l'ancien directeur du CFPT, Babacar Seck, a été décoré par l'empereur japonais. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole après avoir reçu des mains de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, la décoration de l'Ordre du Soleil levant, rayon d'or et d'argent. Cette distinction me voit droit au cœur, car sanctionnant mon engagement dans la formation professionnelle et technique du Sénégal et dans la coopération sénégalo-nippone. En 1989, soit 5 ans après la création de ce centre, je l'ai intégré et ai participé au rayonnement de la coopération sénégalo-nippone par la formation professionnelle et technique en général et le CFPT en particulier. Une cérémonie qui a mis en avant l'importance de la formation professionnelle, mais également les bonnes relations qu'entretiennent la République du Sénégal et le gouvernement du Japon. Et puis le modèle de développement que des partenaires ont présenté au Sénégal ne pourra jamais développer notre pays
Et le modèle japonais est l'idéal pour le Sénégal. Ainsi parle le Premier ministre. Ousmane Sonko tenait ce discours en marge de la célébration des 40 ans du CFPT. Le Premier ministre se veut par ailleurs clair, c'est la fin de l'ère de l'endettement inconsidéré. Nous suivons toujours ces précisions au micro de Koumbaseya. Les modèles de développement qu'on nous a présentés ou qu'on nous a appliqués jusqu'à présent ne pourront jamais développer nos pays. Donc c'est la fin de l'ère de l'endettement inconsidéré pour venir investir dans des projets qui n'ont aucun rapport avec la construction d'un développement endogène et souverain. Nos priorités dès à présent, et vous en rendrez compte à partir de lundi, puisque nous allons présenter au Sénégal et au monde entier le nouveau référentiel des politiques publiques, avec un horizon dégagé sur 25 années, mais avec ses déclinaisons quinquennaux et décennaux, vous vous rendrez compte que notre objectif, c'est de nous atteler à une construction méthodique, appliquée, patiente, d'un véritable modèle de développement structuré autour d'un certain nombre de pôles de développement qui seront au nombre de 8 à travers le Sénégal. Et nous voudrions que la coopération avec tous nos partenaires soit circonscrite désormais autour de ces impératifs. Et à ce titre, je pense que le Japon est largement en avance, puisque le modèle qui nous est présenté ici est justement le modèle qu'il nous faut. Plongeons-nous en mer avec le regroupement des mareyeurs du Sénégal. Ses membres constatent que les ressources halieutiques se font rares dans nos eaux. Parfois, il faut faire des kilomètres pour trouver du poisson. Une situation très difficile pour ces pêcheurs, qui trouvent que la ministre de la Pêche est insensible aux difficultés qu'ils rencontrent. Nous suivons les précisions du président du regroupement des mareyeurs du Sénégal. dama ko déggagul ci benn quai de pêche boo xamante ne wala benn tefes déggaguma ko fenn benn sortie boo xamante ne daf koy def ñu ni Notre ministre de tutelle est resté aphone face aux difficultés du secteur. Cela depuis sa nomination. Les mareyeurs sont dans le désarroi à Ziguinchor, à Kafountine, au Cap Skirring, à Saint-Louis et partout dans les zones de pêche. Le secteur est dans les eaux troubles. Il n'y a plus d'espoir. Les ressources sont rares. Les femmes mareyeuses sont fatiguées. Elles vont jusqu'en Mauritanie, Dakhla, même les poissons sont importés de la Chine pour être vendus au Sénégal. boo xam ne importé la ndax bu ñu demee ba benn yaboy di jar 500 francs suñu jigéen ñi sonn nañ ñu yëg beneen nouvelle boo xamante ni moo gën a metti fan yi ay kuréel jóg wax ko ni ministre bi moo leen ko sax. Et puis la régulation du secteur postal intéresse au plus haut point l'autorité de régulation de télécommunications et des postes. À ce sujet, l'RTP a organisé une journée de concertation avec les acteurs, des échanges au cours desquels les membres de l'organe de régulation ont donc souligné l'impératif d'intégrer le secteur informel dans le processus, surtout dans ce contexte marqué par la concurrence et le développement des nouvelles technologies, représenté entre autres par l'Association nationale des livreurs Tchak Tchak. Le secteur informel a aussi exprimé ses attentes. C'est donc dans ce compte rendu signé Aïssatou Kana. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes a organisé une journée de concertation dédiée à la régulation du secteur postal dans un contexte d'ouverture à la concurrence et d'avancées technologiques. Le secteur postal aujourd'hui est à la croisée des chemins. Ce matin, le directeur général a rappelé l'importance, en tout cas des nouvelles technologies, dans la modernisation des services postaux. Donc, conscient de ça, nous avons mis en tout cas comme un challenge la discussion autour du numérique. L'ouverture du secteur postal à la concurrence impose une intégration du secteur informel. On a vu que le secteur informel occupe une place importante. Quand le secteur postal, informel se développe, c'est-à-dire qu'il y a un manque à combler. Voilà. Donc la question qui se posait, c'était est-ce qu'il fallait les intégrer, c'est-à-dire en les régularisant, ou bien est-ce qu'il fallait appliquer la réglementation dans sa rigueur, c'est-à-dire en réprimant ces secteurs informels. Et on voit ensemble comment les mettre ensemble pour une collaboration.
présent pour la première fois, les membres de l'Association nationale des livreurs Tchak ont exprimé leurs attentes quant à l'encadrement et l'assainissement du secteur. Depuis des très longues années, nous attendons l'appui des autorités étatiques. Aujourd'hui, s'ils nous appellent pour collaborer avec nous, c'est une situation qu'on apprécie vraiment. Vraiment, nous attendons à eux de bien encadrer et de gérer les livreurs Tchak du Sénégal. Ce que nous réclamons vraiment, c'est de l'assainissement du secteur, l'encadrement et surtout de donner une considération vis-à-vis des livreurs Tchak. La question d'une mise à niveau réglementaire a également été soulevée lors de cette journée de concertation pour faire face aux défis des nouvelles technologies et du commerce électronique. Et puis prenez-vous au sérieux votre santé oculaire. Le centre hospitalier régional Amath Dansokho nous rappelle cet impératif. Ceci à travers une caravane de sensibilisation, de dépistage et de traitement des infections oculaires au niveau du département de Saraya. Les blouses blanches se sont fixées un objectif de 100 personnes à dépister, consulter et traiter dans les communes de Sabadola et de Khosanto, en plus des dons de lunettes de correction qu'ils ont bien naturellement fait. Suivant les précisions du directeur du centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou, il nous en dit un peu plus. En ces 2 derniers jours, on a pu faire 2 jours de formation avec les infirmiers chefs de poste, une vingtaine de personnels communautaires de santé des villages de Sabadola, Bransan, Bambaraya et Mamoudou. On a pu capaciter dans les soins oculaires et qui sont maintenant fonctionnels et opérationnels pour nous accompagner dans la suite de la caravane qui va être menée à partir d'aujourd'hui et qu'on est en train de lancer pour dépister, sensibiliser et traiter les populations qui sont de pathologies oculaires. Ce sera aujourd'hui à Sabadola, la caravane va sillonner Sabadola pour permettre aux gens de venir se faire consulter. Demain, Inch'Allah, on sera à Brassan, après-demain à Bambaraya. Et en tout cas, le dimanche, on sera à Mamafon. L'objectif est d'avoir 100 personnes, 100 consultations par village qui nous permettront de dépister en tout cas des pathologies oculaires, de pouvoir les corriger sur place, de pouvoir prescrire des lunettes si c'est nécessaire et de pouvoir également faire la chirurgie oculaire en cas de cataracte ou en cas de télévision au niveau du centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou. Et ceci, nous le faisons en collaboration avec en tout cas les partenaires de la région, que ce soit le district, la direction régionale de la santé de Kédougou, le district de Kédougou qui nous a beaucoup accompagnés, mais également le district sanitaire de Saraya qui nous a également accompagnés dans cette activité-là. Et même l'hôpital de Tamba a eu à participer en termes de ressources humaines pour nous accompagner à réussir cette importante activité du côté des communautés pour leur permettre, comme le dit l'adage, en tout cas par rapport à cette journée de la vue, la vie c'est la vue, pour permettre à ces populations qui sont dans le désarroi de pouvoir retrouver la santé oculaire. C'est de s'ouvrir aujourd'hui le centre hospitalier régional qui est la structure de référence de la région et capacité à pouvoir accompagner en tout cas toute la région de Kédougou. Et nous on s'ouvre en tout cas à travers nos partenaires, que ce soit Sabadola, que ce soit les autres partenaires de la région, pour multiplier ces activités. Comme le disait le sous-préfet, aujourd'hui c'est la médecine de proximité. Il faut que nous autres spécialistes, on se rapproche de la communauté pour apporter les solutions les plus proches possibles. C'est ça notre vocation en tant que structure de santé. Et c'est ça qui répond également à la vision de nos autorités. Ils nous demandent d'aller vers la population pour les soigner en termes de stratégie, à proximité de leur lieu d'habitation pour leur apporter la solution idoine. Et puis toujours dans le domaine de la santé, le département de Médina Yoro Fula, c'est dans la région de Kolda, est confronté à de nombreuses difficultés entre enclavement et insuffisance de structures sanitaires. Le diagnostic correct des patients demeure un réel défi. Dès lors, le district donc de Médina Yoro Fula va miser sur la digitalisation des données sanitaires pour une prise en charge rapide des patients. Le projet à l'origine de cette innovation s'appelle Kereya et va donc dans un premier temps intervenir dans une dizaine de postes de santé à travers ce département du nord de Kolda. Les détails, c'est dans ce dossier signé Seydou Diatta. Le district de Médina Yoro Fula couvre une population estimée à environ 200 000 habitants.
Au-delà des difficultés d'accès aux structures sanitaires pour certains vivant dans des zones enclavées, les difficultés liées à la collecte et à la gestion des données sanitaires plombent également le suivi des patients. Médina Yoro Fula, c'est un district sanitaire qui comporte donc 23 postes de santé, un centre de santé et 5 maternités rurales, et environ donc 70 cases de santé. Souvent donc on a beaucoup de problèmes par rapport au suivi des malades, c'est-à-dire donc par rapport au dossier des malades. Souvent il y a beaucoup de dossiers 1 an, 2 ans par rapport à l'archivage, on ne trouve plus de dossiers des malades. Un malade qui vient sans ordonnance, souvent on a du mal donc à se retrouver et donc à comprendre peut-être le diagnostic. Désormais, la bonne nouvelle, synonyme d'innovation dans la prise en charge des patients dans la localité, est l'arrivée du projet dénommé Kerea. Kerea, qui est un mot manding qui signifie bien-être, est un projet de digitalisation de la santé qu'un groupe constitué par le district sanitaire de Médina Yoro Fula, Impact Solutions et Gestracom, avec l'appui de USAID Award, a voulu bien mettre en œuvre au niveau du département de Médina Yoro Fula. Un projet innovant qui va non seulement faciliter la prise en charge rapide des malades, mais aussi permettre de disposer de bases de données assez fiables avant même le transfèrement dans d'autres structures de référencement afin de minimiser les minutes vitales. Cette plateforme digitale va prendre en compte une bonne partie des préoccupations de santé afin de pouvoir réduire les 3 retards. Le premier retard, c'est le retard de prise de décision au niveau de domicile. Le deuxième, c'est surtout par rapport à la référence entre les différentes structures sanitaires. Et le troisième, permettre de donner l'accès aux structures sanitaires, toute une disposition digitale qui va leur permettre de pouvoir assurer une prise en charge correcte des patients. Cependant, dans un département comme celui de Médina Yoro Fula, où le taux d'accès à l'électricité reste relativement faible, il faut nécessairement des batteries de précaution pour réduire les risques de perte de données sanitaires. Le projet a pris en compte ces préoccupations, mettre à la disposition des structures sanitaires des tablettes qui permettront de pouvoir gérer ces aspects. Ce sont des tablettes rechargeables qui ont une durée d'autonomie de plus de 24 heures, donc qui peuvent être utilisées durant toute la journée sans pour autant être rechargées. Et il y a une imprimante également qui est incorporée. Le besoin d'élargir l'innovation à toutes les contrées de la région reste réel. Mais pour cette phase test, seul le département de Médina Yoro Fula bénéficie de la discrimination positive. 10 postes qui seront enrôlés dans un premier temps et des cibles ont été identifiées. Donc il sera question d'enrôler à peu près plus de 10 000 enfants, 7 000 femmes enceintes et en âge de procréer. Donc toutes les couches, surtout les plus vulnérables, seront prises en charge à travers ce projet-là. En attendant, les autorités sanitaires, tout comme les autorités administratives, invitent les collectivités territoriales à accompagner ce projet et aller au-delà d'une simple gestion d'une compétence transférée pour éviter un projet de plus ou mort-né. Et puis le mandat, on va parler de sport bien sûr, le mandat de Birassène, alors président du comité national de gestion de lutte, est donc arrivé à terme depuis le 30 septembre. Pour le remplacer, la ministre des Sports a reçu hier soir les différents acteurs de la lutte et puis dans une démarche inclusive. Khadija Ngueye a demandé à l'Assemblée de lui proposer une liste de 3 noms sur laquelle donc elle devra choisir un président donc qui va remplacer Birassène, un nom qui sera dévoilé la semaine prochaine, renseigne ainsi la tutelle. Nous suivons les précisions dans ce compte rendu signé Cheikh Ahmed Tidiane Diakhaté. La ministre des Sports a reçu ce jeudi les différents acteurs de la lutte sénégalaise. L'objectif de cette rencontre était de choisir un président pour le comité national de gestion de la lutte. En effet, le mandat du président Birassène est arrivé à terme le 30 septembre dernier. Après un long entretien avec les acteurs de la lutte, la ministre des Sports a demandé à chaque association de proposer un candidat pour la présidence du CNG. Cette décision plonge l'élite de la lutte sénégalaise dans des eaux tumultueuses. Après différentes prises de parole, Diax quitte la salle. Une sorte de lobbyisme masqué est mise en place selon le promoteur de lutte, mais il apprécie néanmoins la démarche inclusive de Madame la ministre Khadija Ngueye. Ils ont monté leur gens. Je ne suis pas un enfant. Donc vous sentez une sorte de... 80% des gens qui sont à l'intérieur sont des gens de Birassène, d'après ce que j'ai écouté. Il ne faut pas qu'on plébiscite quelqu'un qui a fait des fautes graves. Même si le candidat sortant semble être plébiscité dans cette assemblée, un conflit d'intérêts est aussi source de problèmes, selon le président de l'association des lutteurs en activité. ñi ko séq
Les conflits d'intérêts font partie des choses qui gangrènent la lutte sénégalaise. La lutte, c'est toute une industrie. On ne peut pas être en même temps manager, membre du CNG et travailler avec un promoteur de lutte. Comment peut-on faire cela simultanément? Consciente du contexte dans lequel évolue la lutte sénégalaise, la ministre Hadidienne Gaye reste optimiste à un consensus entre acteurs de la lutte et les remercie d'avoir été de la rencontre. Convier tout d'abord les acteurs afin de pouvoir recueillir leurs avis et observations et leur demander de me communiquer une liste de 3 personnes qu'ils souhaiteraient voir être portées à la tête du CNG de lutte pour un mandat d'une durée d'un an. Il y a peut-être des points de vue différents, divergents, mais moi je suis optimiste que lorsqu'ils entreront en conclave et que la semaine prochaine, mardi, ils tomberont d'accord et ils trouveront le consensus sur la personne qui devra conduire la destinée de ce CNG pour une durée d'un an. Et puis l'ASC Ville de Dakar va abriter la 28e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions de basket féminin. En prélude à cette compétition sportive, le club a tenu donc un petit déjeuner de presse pour lancer la première phase de l'organisation et présenter les clubs qui vont donc participer à la compétition. Une occasion saisie par le président du comité d'organisation pour faire le point sur notamment le budget. Les précisions dans ce compte rendu signé Elisabeth Tina. Après une domination sans partage sur le plan local ces dernières années, l'ASC Ville de Dakar veut se faire une place en Afrique. Le président du comité d'organisation revient sur les nouveaux recrutements. On a renforcé le staffing avec le recrutement du coach Malik Goudjabi. Nous avons aussi recruté l'intérieur sénégalaise Fatou Diagne et une américaine Kess qui joue aux États-Unis, qui a joué en double NBA, donc qui viendra renforcer l'équipe. Nous avons aussi la révélation de l'équipe du championnat national, la fille petite Amine Tondong, qui est un espoir du basketball sénégalais, qui va apporter grandement dans l'effectif de notre club. L'organisation de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions de basket féminin nécessite un gros budget, mais l'ASC Ville de Dakar compte sur l'appui des partenaires. Mais quand même, nous avons, Dieu merci, des partenaires qui vont nous appuyer. Premièrement, la ville de Dakar à sa tête le maire Barthélémy Diaz, mais aussi des partenaires du monde du secteur privé qui sont là pour venir nous appuyer. Donc le budget présentement, on ne peut pas dire que c'est un budget bouclé, c'est un budget prévisionnel qui va se calculer sur une centaine de millions, mais ce qui est sûr et certain, avec l'appui de nos partenaires, comme je l'ai dit, on va de façon, on n'a pas de problème. Présent au lancement de la première phase de l'organisation de la Coupe d'Afrique des clubs champions de basket féminin, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a exprimé sa fierté d'accueillir ce grand événement. Cet événement sportif de grande envergure s'inscrit en droite ligne dans notre vision pour le développement du sport en particulier et l'épanouissement de notre jeunesse en général. Aujourd'hui, c'est avec une immense fierté que j'annonce que la ville de Dakar est prête à relever le défi de l'organisation de cette prestigieuse compétition. L'ASC Ville de Dakar organise la Coupe d'Afrique des clubs champions de basket féminin prévue du 6 au 15 décembre 2024, un fait qui intervient après le grand chelem des municipales. En effet, le club Fagno de Dakar a remporté la Coupe du Sénégal, la Coupe de la Ligue de Dakar, la Coupe du maire de Dakar et le championnat du Sénégal. Ces derniers trophées étant son ticket pour la Africa Women Basketball League, un événement vivement accueilli par le maire de Dakar. Parlons à présent du sport le plus populaire au monde avec la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Sénégal reçoit à l'instant même le Malawi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Nous sommes donc à l'heure de jeu et le score est d'1-0 en faveur du Sénégal. But inscrit par le milieu sénégalais Pape Gueye. A rappelé donc qu'il s'agit du premier match sous l'ère Pape Thiaw donc qui assure l'intérim après que le contrat d'Aliou Cissé a pris fin. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions.
Et c'est donc la fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.